Bonjour. Bonjour. Donc je suis avec Claude. Claude Lefranc. Donc je suis président moi de l'association Le Nouveau Souffle de l'Arc-en-Ciel. Nous, notre démarche c'est de refabriquer un avion mythique des années 30, l'Arc-en-Ciel, réalisé par un jeune ingénieur, René Cousinet. D'accord. Et en fait nous sommes installés à Port Aviation, en fait premier aérodrome organisé au monde, que Francis Baudet, par le biais de son association La Rumpa, s'efforce de sauvegarder. René Cousinet, un très jeune ingénieur, il a 28 ans en fait quand il imagine en fait un avion capable d'évoluer sur de longues traversées en toute fiabilité, sans risquer de se casser la figure dans l'eau ou par terre. D'accord ? Donc en fait il est présent quand la légende veut, je dirais plutôt la légende veut qu'il soit présent quand Charles Lindbergh arrive au Bourget le 21 mai 1927. Donc il est militaire à ce moment-là, il est un peu chargé de réceptionner Charles Lindbergh quand il arrive, quand il va se poser. Il y a une foule immense, tout le monde veut essayer d'aborder Charles Lindbergh, mais bon, lui il a son petit staff et il essaie de l'extraire de la foule. Donc Cousinet, à ce moment-là, il est très très heureux parce que c'est une grande étape dans l'histoire de l'aéronautique, mais il est aussi triste parce que lui, il a déjà le projet, il avait ce projet-là, comme beaucoup d'aviateurs de cette époque-là, c'était un moyen publicitaire voilà, important, et en fait il se fait voler la vedette. D'accord ? En 1925, donc il avait déjà dans l'idée un trimoteur qui ne ressemble pas tout à fait à l'Arc-en-Ciel qu'on connaît maintenant, mais déjà un trimoteur, c'est-à-dire une formule multimoteur pour garantir une certaine sécurité au-dessus de l'eau, au-dessus des éléments, une cabine fermée pour avoir du confort pour l'équipage. Donc voilà, donc il rentre chez lui le soir, enfin un petit matin, dit la légende, et en fait il est triste. Et il se trouve que son logeur, alors je raconte les petits détails de l'histoire, mais bon, on a le temps. En fait, il arrive chez son logeur, qui est un ancien pilote de la guerre de 14. Et il lui explique son malheur, quoi, quelque part, mais il dit, moi j'ai un projet d'avion, combien il te faudrait pour réaliser cet avion? Parce qu'il dit, moi, à la limite, je vais te le financer, ton avion. Donc Cousinet est content. Et de là, de ce moment-là, selon la légende, naît la première volonté de fabriquer l'avion. Donc naît le Cousinet 10, d'accord, donc il réunit d'autres fonds, hein, parce que la somme que lui donne son logeur n'est quand même pas suffisante pour pouvoir réaliser l'avion. Bon, il réussit à trouver les financements, et le Cousinet 10 donc, est réalisé. Alors cet avion, il a une particularité, c'est que en fait, il a ce qu'on appelle une charge LR qui est très importante, c'est-à-dire une charge au mètre carré qui est beaucoup trop importante pour l'époque. Et l'organisme chargé de valider l'avion pour son vol, c'est-à-dire de fournir, on va dire, la carte grise de l'avion, ne voit pas ça d'un bon œil. D'accord ? Donc il a en fait la STAE, hein, qui est en fait l'équivalent de la DGAC d'aujourd'hui, en fait lui interdit le vol. Et là, la phrase, c'est de dire, donc il y a quelqu'un qui vient face à lui devant l'avion et qui lui dit, t'as pas le droit de décoller, et Cousinet qui lève une porte au-dessus, il lui dit, écoute, t'es bien gentil, je t'aime bien, mais si t'es encore là dans 3 minutes, je te passe dessus. Donc le gars, il est bien obligé de partir. D'accord ? L'avion effectue son premier vol, donc il décolle d'Orly, il passe la tour Eiffel et revient se poser.
Donc c'est un succès d'un point de vue technique, parce que l'avion il est quand même très performant pour l'époque, et il vole, il prouve au monde que l'avion vole. En fait, malheureusement l'avion il est un peu sous-motorisé. On est sur 3 moteurs de 180 chevaux, simple just. Donc l'idée c'est de modifier, de remplacer le moteur central par un moteur beaucoup plus puissant, 550 chevaux, c'est ça la prochaine version. On passe à 550 chevaux, et là par contre il commence peut-être à être un poil sur-motorisé. Les essais se poursuivent, et en fait il arrive un drame, il arrive un drame en fait, Drouin, le pilote de l'avion, en fait, effectue une manœuvre, il met en fait en sur-régime, on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Là on est au niveau, il suit la Nationale 7, en gros. À l'époque il y a encore les 2 hangars de dirigeables qui sont là. Bon, il met l'avion en sur-régime, il y a un effet vibratoire, ce qu'on appelle un phénomène de lofting qui naît, et l'avion perd le contrôle, Drouin perd le contrôle de l'avion. Il réussit à le récupérer, mais il est beaucoup trop près du sol, et en fait il heurte un bâtiment et l'avion s'écrase. Donc ça c'est le premier coup du sort. Donc là tout le monde, le pilote Drouin meurt dans l'accident, le mécanicien. Bon, le mécanicien meurt aussi. Il y a l'ascenseur, le radio, Manuel. Et puis Cousinet, il était exceptionnellement, il n'était pas bon. L'avion, donc il réussit à... Ah oui, Drouin lui dit, au moment de mourir, il dit surtout t'arrête pas, continue, l'avion il est fantastique, il faut absolument que tu poursuives. Deuxième arc-en-ciel type 10, modifié, qu'on appelle le 11. En fait, nous, dans notre jargon, même officiellement, je ne sais pas si c'est cette appellation-là. Bon, bref, le 11, naît. Et en fait, un incendie dans les usines Le Thor, là où l'avion est reconstruit pour la deuxième fois, non, c'est le 28, pardon, le type 28 brûle dans les ateliers Le Thor. On a très peu d'images de cet avion-là. On a trouvé à Angers, merci, on a trouvé une maquette, et Claude Dorfex, spécialiste de Cousinet, il a dit tiens, c'est le 28, c'est ce modèle-là qui a brûlé dans les bâtiment Le Thor. Donc là c'est encore double panique, parce que là vous voyez bien que deux gros coups comme ça Intervalle de temps pour les deux, combien? j'ai plus.